Aïe Bobo, aïe Bobo, bienvenue à tous sur Minocan. C'est le deuxième numéro de l'émission Minocan et je suis très heureuse de vous revoir encore ce soir. J'espère encore plus nombreux que la première fois afin qu'on passe une superbe émission. Aïe Bobo, je vous dis d'abord merci à tous. Je vous dis encore merci à tous d'avoir été aussi nombreux à suivre la première émission de Minocan. Merci pour tous vos retours, merci pour vos encouragements. Et vraiment, on continue le travail et on lâche pas avec les lois et les ancêtres. On fait cette émission afin que tous les afro-descendants, peu importe leur origine, puissent être touchés par notre message d'unité, d'amour et surtout de spiritualité. Aïe Bobo. Avant de commencer l'émission, j'aimerais dire deux, trois choses, deux, trois précisions par rapport à la première émission de Minocan. C'est vrai que pas mal de personnes m'ont sollicité sur le fait que ce serait bien de faire l'émission en créole. On connaît un pile dans nous qui est à l'aise avec créole là parce que c'est langue papa comme dans nous. Mais c'est vrai que Minocan, c'est une émission qui n'est pas destinée qu'aux Haïtiens. Elle est destinée à tous les afro-descendants. Alors sachez qu'il y a des gens qui sont aux Antilles, qui sont à la Guyane ou qui sont même en France, qui ne comprennent pas vraiment le créole haïtien ou qui ne sont pas totalement à l'aise avec certaines terminologies ou certaines expressions. Donc pour faire plus simple, on utilise la langue commune qui est le français afin qu'une majorité d'afro-descendants puissent comprendre et avoir accès aux informations. Il y a aussi nos frères de l'Afrique que je salue. Tous les afro-descendants qui sont originaires directs de la terre-mère, qui vivent ici en France, eh bien, ces gens-là, ils ne comprennent pas le créole. C'est important pour eux de pouvoir parler une langue dans laquelle ils puissent comprendre et apprécier aussi tout ce qu'on partage dans l'émission Minocan. Donc, demandez-nous pardon, mettez-nous bien bas devant nous pour me dire nous, tant pis, faites un petit effort pour nous qu'à l'aise avec Minocan, c'est très important. N'oubliez pas que le français, c'est uniquement un outil de langage. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas une valeur spirituelle pour nous, c'est un moyen de communiquer avec la plus large partie de nos frères et sœurs. Aïe Bobo. Deuxième chose, deuxième précision. Je commence doucement, hein. D'abord on passe la première. Deuxième précision, je voudrais dire que Minocan est une émission dans laquelle on parle de la spiritualité ancestrale dans toute sa globalité. Oui, on fait une petite précision avec le vaudou haïtien, certes, mais on donne la parole à tous les pratiquants de la culture ancestrale. N'oubliez pas que nous sommes une branche, mais on vient tous d'un tronc. Ce tronc, c'est lequel? C'est Kama, c'est l'Afrique, la terre-mère. Aïe Bobo. Donc, je tiens à préciser, et je le dis tout le temps, So est l'homme qui croit tout savoir du vaudou. Sot est la personne qui croit tout savoir de la spiritualité ancestrale. Et je vais vous le prouver. Au fur et à mesure des émissions, je vais recevoir des invités qui vont nous apprendre, qui vont m'apprendre à moi aussi, Rosemi. C'est pas parce que je suis Mambo que je sais tout. On apprend. Et c'est pour ça que je dis Minocan, c'est l'endroit où on se retrouve tous. Nous sommes tous autour du tronc qui est l'Afrique. Nous avons tous une position différente. Un angle différent, une vision différente. Mais on vient tous du même endroit. On ne sait pas tout. Personne ne sait tout. On a tous une partie de la connaissance de nos ancêtres. Que personne ne s'érige en donneur de leçons, en grand maître savant qui a la science infuse sur la spiritualité. Aïe Bobo. On passe à l'émission. Aïe Bobo! Aïe Bobo! Minocan, Minocan, Yabalou tous les saints, yabalou tous les morts, aussi au séquelo. Minocan, Minocan, yabalou tous les saints, yabalou tous les morts, aussi au séquelo. La antenne en foi, yoko, yoko. La antenne en sobakia, yoko, yoko.
Aïe Bobo, nous voici de retour dans Minokan. Avant de passer à la vitesse supérieure, je voudrais remercier Estella Jewelry qui m'a fait don de cette tenue que je porte actuellement avec les bijoux. Donc vous pourrez la contacter. Vous avez le mail Estella Jewelry, excusez-moi, je suis pas anglophone, 06@gmail.com et également sur sa page Facebook Estella Jewelry. Voilà, donc vous pourrez la contacter et bien sûr, elle pourra mettre à votre disposition, bien sûr, vous vendre des bijoux ethniques et des tenues. Minokan, c'est une vitrine où l'on met en avant tous ceux qui s'intéressent à notre culture ancestrale, que ce soit à travers la spiritualité, à travers les vêtements, les bijoux et bien sûr, on le verra dans une prochaine émission, la nourriture. Aïe Bobo, on va passer tout de suite avec l'entrée. Dans l'entrée, on l'a déjà eu. On va passer au plat de résistance. Alors aujourd'hui, je vous réserve une surprise de taille et avec beaucoup de choses qui seront dites pendant cette émission parce que le but, c'est de continuer d'apprendre, bien sûr. On dit, il y a un adage qui dit, on apprend au sol. Ça veut dire que c'est avec l'humilité qu'on apprend. On n'apprend pas en s'élevant, on apprend en s'abaissant au sol. C'est au sol que l'on apprend et c'est au sol qu'on apprend à devenir grand. Aïe Bobo. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui est très connue dans la communauté, on va dire, kamite, en France. Et c'est une dame, déjà même quand vous la voyez, vous sentez qu'elle a du poigne. Elle n'est pas seule derrière elle. Je parle seule spirituellement. On sent qu'il y a du monde. Hein. Donc, je vais vous la présenter. Je vais la laisser se présenter à vous. Et bien sûr, vous avez vu lors de la première émission, je vais bien sûr lui poser des questions parce que je suis toujours intéressée pour me gabagay, non même pour me kishoy. Et je vais m'assurer aujourd'hui qu'elle partage avec nous beaucoup de choses sur la spiritualité africaine, sur la spiritualité ancestrale. Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo, je dois dire Otep. Otep, Rosmi, Otep. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Merci en pile, merci pour l'invitation. Avant de commencer, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà remercier. Dire ton nom. Dire mon nom, mais dire mon nom. Je suis Mama Nzinga Neferchouank. Et je vous expliquerai pourquoi ce nom, mais j'aimerais aussi, avant tout, glorifier nos ancêtres. Aïe Bobo. Voilà. Tous nos ancêtres, du côté de nos parents, papa et maman. Donc, voilà, du côté paternel et maternel, que nos ancêtres soient glorifiés. Tout d'abord, je pense que avant de commencer, je me devais faire ça. Hey, Bobo. Voilà, merci en pile. Merci pour l'invitation. Bon, Rosmi, qu'est-ce que tu veux que je te raconte ? Déjà, premièrement, je vois le nom qui comporte 4 mots, si je peux dire ça, 3 mots et demi, 4 mots. Mama Nzinga Neferchouank. Je me suis entraînée pour bien le prononcer. Qu'est-ce que ça veut dire, Mama Nzinga Neferchouank? Alors, il faut savoir que j'ai commencé par déjà m'appeler Neferchouank. Neferchouank qui veut dire le parfait souffle vital. Aïe Bobo. Voilà, c'est ça. Et puis, au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai fait justement la rencontre avec un maître initié. Bon, il n'aime pas qu'on dise maître parce qu'il pense que ce mot ne correspond pas, mais un initié Nzinga, Gunza. Gunza, okay. Et qui me dit, mais est-ce que tu te rends compte qui tu es? Voilà, donc moi, ton nom c'est Mama Nzinga. Et je l'ai adopté en fait. Voilà, ce sont des rencontres comme ça. Et donc du coup, Mama Nzinga est venue justement d'un Congo initié qui s'appelle Chikeva et qui m'a baptisé Mama Nzinga. Voilà. Et donc, je l'ai adopté. Tu as carrément adopté ce nom, tu t'appelles Mama Nzinga et tu as gardé le Neferchouank. Toujours. Voilà. Le parfait souffle vital. Ok, donc est-ce qu'on t'appelle Mama Nzinga, on t'appelle plus Neferchouank? Ben, si tu veux, la communauté connaît le nom Neferchouank. D'accord. Voilà, Neferchou. Neferchou, tout le monde m'appelle Neferchou. D'accord. Et il y a aussi mon profil qui est Zulu Kemstyle et tout le monde me connaît sous le nom de Zulu. Zulu et tout. Donc voilà, donc Neferchouank parce que pour le parfait souffle vital, le fait d'insuffler constamment
des projets, des nouvelles choses, de nouvelles choses. Et puis, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, Neferchou, j'aurais aimé que tu nous parles de toi. Bon, oui, tu t'appelles Maman Nzinga Neferchou Ankh. Sur Facebook, c'est Zulu Kem Style. Mais qui tu es? Quelles sont tes origines? Parce que quand on te voit comme ça, on va se dire, elle vient d'Afrique. Quand on t'entend dire Otep, on te dit peut-être elle a des origines égyptiennes. Alors, moi, j'aurais aimé que tu expliques aux téléspectateurs qui est Maman Nzinga Neferchou Ankh. Pas le côté spirituel, mais le côté charnel, le côté physique. D'accord. Qui es-tu? L'incarnation même. Voilà. Voilà. Ah, c'est une grande question, donc je te remercie également pour cette question-là. Qui suis-je? Je dirais que déjà, je suis descendante de Congo, les êtres immensément éveillés que notre terre est portée. Donc, on parle des grands lacs à ce moment-là. Ces Congos-là ont été déportés en Haïti et ont donné des puissances qui ont libéré Haïti. Je résume, hein. Des puissances. Et je descends de ces puissances-là. Et aujourd'hui, me voilà en France, mais je suis venue, étant toute petite en France, mes parents étaient des combattants, mère comme père. Combattants, c'est-à-dire c'est dans l'armée? Non, c'est-à-dire ce sont des personnalités d'Haïti qui ont combattu... Le régime des Duvaliers? Voilà, exactement. Qui ont combattu... Donc, ou ces petites terres, ou même ou fête Haïti même? Une fête Haïti même, c'est natif natal. Natif natal, mais petit. Et l'aime arrivé ici, là. Ok. Donc, je suis arrivée au niveau de... Oui, CP, primaire. Ok. Et donc, c'est comme ça tu as grandi du coup ici en France? Voilà, j'ai grandi ici en France. D'accord. Et donc, ok, tu as grandi en France. Qu'est-ce que Neferchou a fait dans sa vie? Qui veut dire que, bon, on va voir maintenant ce que tu fais, mais tu as été à l'école, donc je suppose que tu as fait la primaire, le collège, le lycée. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que celle qui s'appelait pas Neferchou à l'époque, comment tu t'appelais à l'époque? Max Laure. Max Laure. Donc, Max Laure Bourjoli. Ah oui. Donc je descends de Bourjoli. D'accord? Max Laure. Ah oui, vraiment le nom occidental. Ça n'a rien à voir avec Maman Nzinga. Là, Où est Bagaille là? Ah oui. Mes problèmes, nous, oui, les amis. Max Laure Bourjoli, ça n'a rien à voir. Donc là, on veut dire, regardez, Max Laure Bourjoli. Mais c'est ce type de nom aussi qui te permet, quand les gens entendent ton nom pour la première fois, ah oui, pas de problème, on va vous céder en fait un appartement. Oui. Et puis, quand on voit le CV, ça voilà. Ça. Et puis subitement, on voit. On dit, oh, c'est vous. Elle est de l'autre côté, sur un autre continent. Exactement. Donc c'est chaud. Alors, qu'est-ce que tu faisais? Comment tu as évolué ici en France? Qu'est-ce que tu as fait, on va dire professionnellement? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Neferchou. En tout cas, encore merci. Il faut savoir que c'est un parcours particulier parce que étant petite, j'adorais la danse, j'adorais la musique. Donc, je dansais tout le temps. Dans ma chambre, partout, je dansais tout le temps. Et, bien entendu, arrivé à l'adolescence, j'ai commencé à aller en boîte de nuit. Bien sûr. Voilà. Rencontrer d'autres danseurs. Et c'est ainsi que j'ai commencé à pénétrer le monde de la danse. C'est quoi comme danse? Comme type de danse? Alors moi, je suis issu de ceux qui sont de la culture hip-hop. D'accord. Voilà. Donc moi, je proviens de ce domaine-là. D'accord. Donc je fais partie des pionnières qui ont dressé les murs de la culture hip-hop en France. Va doucement. J'aimerais amener le public vraiment à suivre ton histoire. Donc là, on est à l'époque danse. Voilà. Boîte de nuit. T'es allé en boîte de nuit, t'as découvert d'autres danseurs. Après, c'est passé quoi? Alors, ce qui s'est passé, c'est que... bon, moi, je m'exprimais déjà pas mal. Ok. Et il y avait des danseurs qui étaient déjà constitués en tant que groupe. Ok. Donc, certains d'entre eux m'ont dit, mais il faut absolument que tu intègres notre groupe. Parce que tu étais bonne dans ce que tu faisais. Voilà, c'est ça. Il faut absolument que tu intègres ça. Et bon, moi, j'y croyais pas trop parce que je le faisais par passion. Je me voyais pas comme étant une danseuse. Et finalement, nous sommes partis dans le fief, là où cette compagnie s'entraînait. Donc, c'est la compagnie B3. B3, ok. B3, bon, c'est une compagnie, on va dire, mythique. Hein.
Elle était d'où? Bon, moi, on ne je suis présente pas même plus. Je suis pas Voilà. du pop, donc pour moi, tu me dis B3, je sais pas c'est quoi. Bah, c'est un ensemble, on va dire, c'est B3, c'est quoi? B3, c'est Ils étaient basés où? C'était un grand groupe de danse, Ouais. qui était basé à Maurepas, dans le 78. À Maurepas, d'accord. Voilà. Elancourt aussi. Elancourt, plus précisément. Et c'est de là que on faisait tous nos entraînements et qu'on est devenu brillant, excellent, Vous avez puissant. excellé dans ce domaine. Ok. Voilà, on a excellé dans ce domaine-là. Et à cette époque-là, il faut savoir que tous les danseurs étaient des danseurs solistes très puissants, c'est-à-dire ils avaient déjà un style à eux. Donc nous, cette compagnie-là, son originalité, c'était de faire venir des chorégraphes. Et c'était les danseurs restaient, mais c'était les chorégraphes qui partent, comment Ok. on pourrait dire ça, qui venaient et qui repartaient. Voilà, parce que nous étions déjà une signature très puissante en fait. Et dans le monde, on va dire des clubs, voilà, nous étions j'ai envie de dire des rois et des reines. Quoi. D'accord. C'est Et ça. à quel moment, parce que moi j'ai suivi une interview que tu avais faite, c'était pendant le confinement, Oui, une interview que tu avais faite, c'était sur Facebook. avec Baba. Oui, Mhm. exactement. Voilà. Donc j'ai Les suivi, Wanted. suivi certaines choses que je ne savais pas de toi. J'ai dit ah ouais, donc rien à voir vraiment. Et c'est là que j'ai dit c'est très intéressant ton parcours qui est atypique et c'est ça qui est bien avec les afro-descendants qui se réveillent dans la spiritualité. Nous avons tous un parcours atypique et c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait la force de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, parce que nous avons un passé et nous avons un présent et on peut s'adresser à nos frères et sœurs afro-descendants pour leur dire voilà moi ce que je faisais, voilà ce que je suis et voilà pourquoi je l'ai fait. Ça veut dire que on n'est pas là parce que nos parents nous ont inculqués, nous ont forcés. Non, on est là parce qu'on est venu nous chercher. Et quand je dis nous, je parle des divinités. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Neferchou, à quel moment, parce que peut-être que tu prends un petit peu de temps, je vais t'ouvrir la porte. Mamanzinga Neferchou Ankh est une chorégraphe de renom. Elle a travaillé avec les plus grands du rap français. Est-ce que je mens? Non, tu ne mens pas. Alors, j'aurais aimé que tu nous expliques à quel moment tu es sorti du lot, à quel moment Max Lor dansait dans le groupe B3 et Max Lor a commencé à être chorégraphe. Max Lor a commencé à être directrice artistique. Oui, Voilà. on À va quel dire, moment, à quel moment tu as fait tout ça? Comment tu t'es retrouvé dans ce milieu-là? il faut savoir, comme je te l'ai expliqué, c'est par le biais donc j'ai commencé par le biais des clubs parce qu'à l'époque, c'est vrai que la danse nous parvenait par le biais aussi des clips parce que nous avions des émissions, voilà, comme les émissions comme sur MTV. MTV, oui. MTV à l'époque, c'était vraiment C'était la référence. C'était la référence. Et c'est vrai que, voilà, à travers ces émissions-là, on avait la possibilité de reproduire des pas, nous on dit des steps. Des steps. Voilà, on avait la possibilité de faire ça. Et c'est par ce biais-là que, voilà, par ce couloir qu'on va commencer à se rencontrer, on dit dans la street, on va se voir à travers les clubs, à travers les grands espaces qu'il y avait à Paris, les grandes esplanades. Et c'est là qu'on va commencer justement à devenir des dieux et des déesses de la danse. Bon, alors comment j'en suis venue à monter mon propre groupe? Oui. Étant dans Black Blamber, donc B3, ça faisait à peu près 11 années que j'étais déjà une des plus grandes danseuses de cette compagnie-là. Voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que les danseurs classiques sont des danseurs étoiles lorsqu'ils excellent, mais dans notre cadre, il y avait aussi des danseurs étoiles qui étaient on pouvait pas se passer d'eux. Et je fais partie de cette crème-là, justement. Parallèlement, je monte donc mon groupe. Naturellement, je monte mon groupe, mais en fait, c'est le groupe qui se constitue autour de moi. Et en allant en club, voilà que des danseurs nous demandent à moi et à mon compagnon de l'époque d'ailleurs, voulez-vous, ce serait bien que vous nous entraîniez, tout ça. Et c'est comme ça que je suis devenue chorégraphe, pas en le formulant,
mais dans le contexte de l'échange, en fait. On t'a mis, on va dire, au pied du mur. Voilà, c'était déjà les ancêtres qui se manifestaient. Voilà. Pour que je puisse faire ma mission et mon travail. Exactement. Et à quel moment tu t'es fait démarcher par des artistes ou des managers ou des agents ou des maisons de disques? Mais comment ça s'est fait pour que tu rentres dans, on va dire, entre guillemets, dans le milieu du showbiz, en fait? Il faut savoir que dans le milieu, dès le départ, nous sommes un tronc commun. C'est-à-dire que quand tu es danseur, tu sais forcément taguer. Tu vas t'exprimer en graffiti, tu vas toucher les platines, tu vas toucher plusieurs même disciplines de danse. Tu vas être breaker un peu, mais en même temps tu vas être locker, en même temps tu vas faire toutes ces danses là. Voilà, donc tu deviens, comme on dit, un b-boy ou une b-girl. C'est-à-dire que tu as plusieurs cordes à ton arc. Okay. Voilà, il y a plusieurs. Donc les disciplines ne sont pas encore divisées. C'est un peu polyvalent. Voilà, c'est une polyvalence, mais tu te spécialises bien quand même. D'accord. C'est pas un fourre-tout. Okay. On va dire que tu es vraiment, tu as les codes, quoi. D'accord. Tu te défends bien. Et puis, ce qui fait que à un moment donné, il va y avoir des demandes, c'est parce que nous tous, on va évoluer, on va grandir. Certains vont devenir chorégraphes, d'autres ils vont choisir plus le mic, okay. D'autres. Mais au départ, c'est un tronc commun. Et donc, de ce fait, moi, je choisis la danse. De plus en plus, j'approfondis là. Bon, voilà. Donc, mes frères et sœurs du hip-hop vont commencer. Certains vont exceller au micro. Je deviens leur chorégraphe. Quel a été ton premier artiste pour lequel tu as fait une chorégraphie? Artiste, je parle vraiment médiatisé en France, connu. C'était qui? J'ai fait Ménélique. Ah oui, Ménélique, ça me rappelle quand j'étais au collège. J'ai fait aussi Solar. MC Solar. Ah oui, c'était la chorégraphe d'MC Solar. Donc c'était un rappeur qui a fait la pluie et le beau temps ici en France. Voilà. Ouais. On m'a dit que tu as fait Ayam aussi. Oui, bien sûr. Ce sont des gens que... Moi, ça me fait super plaisir. Franchement, ça me fait super plaisir parce que c'est vrai que pour moi, tu es une icône dans la communauté et surtout que tu as excellé à une époque où les Haïtiens en France n'étaient pas encore vraiment une communauté qui avait vraiment éclos, tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu as fait toutes ces choses-là sans la communauté, qui veut dire en étant un être individuel. Tu as fait toutes ces choses et franchement, tu étais respecté. Moi, je ne le savais pas. C'est mon compagnon qui m'a dit « Mais si, elle était dans le clip de Ayam !» Il a tout vu. J'ai dit « Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est les trucs Camille, l'Égypte et tout. » Il me dit « Mais non, demande-lui !» Et il avait raison. Donc franchement, Tribal Jam. Tribal Jam. Ah oui, donc Tribal Jam. T'as fait Oufé Bagaille. Et puis même pour Ophélie Winter. Ophélie Winter, quand elle a fait Dieu m'a donné la foi, c'était toi? Non, après. C'est pas vrai. Chorégraphie, ça, c'est pas moi. Oui. Mais après. C'est pas vrai. Ouais, c'est visuel, ouais, bien sûr. On sort du cadre de Minocan. On pousse Minocan. Bien visuel, Nadia, tout. Ah Nadia. Oui? Nadia, c'est moi. Chapeau. Il y en a plein d'autres encore. Bon. Financièrement parlant, ça a rapporté? Aïe, je peux te dire que c'était... T'as mis tout l'heure dans tes boucles d'oreilles, c'est ça? Ce qu'il faut que tu saches, c'est que j'avais une particularité dans mon domaine. Okay. C'est que j'avais la capacité de monter à peu près 4 chorégraphies en moins d'une semaine. C'est-à-dire que je pouvais travailler avec des artistes différents, venant d'univers différents, avec des sons différents, et il n'y a rien qui se ressemble. Oui, donc tu étais vraiment quelqu'un d'inspiré. Hein. Ouais, oui, on peut le dire comme ça maintenant. D'accord. Toujours. Néferchou, c'est super passionnant parce que tu sais, il y a beaucoup de jeunes filles, quand elles sont petites, elles rêvent d'être chanteuses, danseuses, actrices. Et toi, tu as eu la chance de pouvoir vivre ton rêve en fait, de vivre de ta passion. Et ça, c'est quelque chose de super. Maintenant, c'est bien beau. J'aurais aimé savoir l'évolution de ton réveil. Qui veut dire, moi, je veux savoir maintenant, ok, Max Laure, chorégraphe des plus grands artistes médiatisés ici en France à une certaine époque. Donc là, je retourne à l'époque, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe?
qui veut dire qu'est-ce qui se passe? Tu es chrétienne à ce moment-là? Tu vas à l'église ou tu vas pas à l'église? Ou c'est quoi ta spiritualité à cette époque-là? Alors à cette époque-là, j'ai envie de dire que moi j'ai eu la chance d'avoir des parents étant des militants, n'avaient pas le temps d'aller à l'église, c'était pas leur domaine. En fait, eux, ils n'étaient pas du tout dans ça. C'était la politique, eux, plutôt. Eux, c'était la politique. Donc voilà, comme eux, c'était la politique, bon, moi, je me suis pas retrouvée à l'église, ils m'emmenaient pas là. Ils te forçaient pas, quoi. Ils me forçaient pas, il y avait pas cette chose. Pourquoi? Parce que faut savoir que mes parents, eux, ils ont connu les incarcérations. Donc moi, étant petite, j'ai vécu avec ma grand-mère, et quand on est venu ici, c'est parce qu'ils ont été libérés. Avant, je n'osais pas parler de ça. Maintenant, quand je parle de ça, je suis fière d'eux parce que justement, ces incarcérations-là, c'était des incarcérations parce que ils voulaient le meilleur d'Haïti, pour Haïti. Et donc, c'était pas facile. Et je suis fière de ma maman, justement, mais elle a fait 6 ans et demi, voilà, incarcérée. Et je suis fière de mon père. Lui, il a fait plein d'allées. Un retour, donc lui, il avait mais, un passe direct. C'est quelqu'un de très respecté aussi en Haïti. Ils sont vivants, tes parents, toujours? Oui, bien sûr. Aïe, bobo. Et ils sont ici en France aussi. Et voilà, chien pas café chat, ouais. Donc. T'es une militante, t'es aussi une militante dans un autre domaine. Et voilà, c'est-à-dire que il faut savoir même que dans le domaine hip-hop, je fais partie aussi de ceux qui ont combattu, j'ai envie de prononcer ce mot-là, pour la reconnaissance des danses hip-hop et des chorégraphes et de l'écriture chorégraphique liée aux cultures urbaines, à la danse hip-hop, aux danses hip-hop. Parce qu'avant, on disait à la danse hip-hop. Je fais partie de ceux qui ont dit non, c'est pas la danse, ce sont les danses, il y en a plusieurs. Pareil pour les danses africaines, etc. Donc, je fais partie de ces personnalités-là qui ont vraiment été très actives pour faire reconnaître justement ces domaines-là. Donc, dans une autre dimension qui est la dimension dont tu me parles là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est le même combat en fait qui se perpétue mais qui dans des transposé univers. Dans un autre domaine. Voilà, c'est ça, dans un autre domaine en fait. D'accord, très bien. Et Néferchou, donc tu n'allais pas vraiment à l'église. Bon, je pense que tu étais croyante, tu croyais en Dieu, sans plus. Oui, je croyais en Dieu. J'ai eu ma confirmation aussi. D'accord. Ma première communion. Ouais, voilà. D'accord. Étant petite en Haïti, quand on allait à l'église, on allait manger l'hostie. On allait manger. Voilà. Et même, on nous racontait des choses pour pas que on aille se servir plusieurs fois. D'accord. Mais on allait manger l'hostie. Et après, on sortait de là. Bon, on était. Bon, il faut dire quand même que bien que mes parents ne sont pas des pratiquants, ils sont athées, j'ai envie de dire. Il y a tout l'univers familial qui est pratiquant, on va dire. Ma grand-mère, c'est toujours, voilà, c'est bon Dieu signé, comme ça, tu vois. Ouais. Et bon, ça a son charme parce que tout le temps à dire la bonne prière pour toi parce que il faut que voilà, elle protège ses petits enfants, des choses comme ça. Mais par la suite, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai commencé à me dire, bon, là, tu vois, je vais aller en direction des ancêtres. À quel moment? Voilà. À quel moment tu t'es dit ça d'abord? Alors, il faut savoir que le moment où je me dis ça, j'ai fait une rencontre, en fait. C'était toujours chorégraphe ou Oui, bien sûr, chorégraphe dans le hip-hop à fond, tout ça, avec des pièces chorégraphiques qui passent sur TF1, des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, je rencontre un frère qui a pris un autre chemin pour moi. Je rencontre un frère qui s'appelle Farid Taharka. Farid Taharka, tu vas comprendre. Non, je te fais cheminer. Le nom me dit quelque chose. Je vais te faire cheminer. Ouais. C'est-à-dire que je suis dans le métro et quelqu'un me distribue un prospectus, je lis et tout, et tout de suite le truc il me touche, quoi. Je dis non, des gens qui ressentent la même chose que moi. Et dedans c'est hyper, retrouvons-nous à tel endroit, voilà, on va revendiquer. Et là je lis ça, je dis c'est incroyable, des gens qui vibrent comme moi. Et donc le métro il va pour se fermer, c'était sur le quai du métro. Je rentre, voilà, en toute hâte.
avant que les portes se ferment. Et je vais voir le type, quoi. Et le frère, je lui dis, mais c'est où? Vous êtes qui? Et là, il me dit, mais toi, on te connaît, on sait qui tu es. Tu es Max Lore, etc. Tu fais ça. On connaît tout ton parcours. Nous, on te connaît. Ah, d'accord. Et sur ce prospectus, il y avait marqué Kémy Séba. Voilà, qui allait en 2006, je crois, à l'époque. Ouais, il allait faire c'était un sitting, enfin quelque chose comme ça. Et là, je pars directement, j'emmène ma mère, j'emmène tout le monde. Je dis, c'est trop puissant, il faut qu'on y aille. Donc, j'emmène pratiquement toute ma famille. On arrive là-bas et tout. Et Kémy Séba était là ce jour-là? Il était là parce que c'est lui justement qui avait son haut-parleur et qui envoyait ce jour-là. Et donc, j'ai vibré ce jour-là. Mais en fait, ce qui va être puissant ce jour-là, c'est pas tant seulement Kémy Séba, c'est surtout un autre frère d'Haïti. C'est-à-dire que lui, il avait un média, et lui, il s'appelle Bookman. Bookman, ok. Voilà, il a un média. Et là, tu sais, quand il y a des meetings comme ça, après, il y a des gens qui se regroupent et qui commencent à discuter entre eux. Bien sûr. Et là, je me retrouve avec ce fameux Bookman, et il est en train de me parler des ancêtres. Il me parle des ancêtres. Et là, j'ai l'impression que je les vois, que je les touche, que je peux les palper. Je les sens, en fait. Et là, je ne le lâche plus du tout. Kémy, je l'ai oublié à ce moment-là. Je suis avec le frère Bookman, et voilà, je suis pendue à ses lèvres. Et au sortir de ça, j'ai dit, je rentre dans le monde du combat. Mais dans le monde du combat, mais pas de la spiritualité ancestrale. C'est la même chose. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu pénètres là, tu vas te former. Tu vas commencer à former. Tu vas te former par rapport à ton histoire. Parce que tu vas connaître qui sont les ancêtres qui ont milité avant toi. Tu vas savoir comment ils se sont retrouvés là. Tu vas commencer, par ce biais-là, tu vas commencer à t'intéresser à l'histoire de tes cheveux. Après, tu vas commencer à t'intéresser à l'histoire des tissus. Après, tu vas commencer à t'intéresser à l'histoire des bijoux. Après, tu vas commencer à t'intéresser... C'est-à-dire que tout ce qui est lié à l'héritage, l'héritage de nos ancêtres, te voilà maintenant en train de pénétrer ce monde extraordinaire, vaste, puissant, et qui t'enracine profondément. Et là, subitement, tu prends un boulevard vers les ancêtres, quoi. Et c'est ça. Et bon, comme je sais rien faire à moitié, tout de suite, quelques temps après, on va dire, l'année suivante, pratiquement, je monte Keperang Street, qui veut dire le mouvement vital. Keper pour le mouvement perpétuel. Ankh, vie pour la vie perpétuelle. Keper Ankh, mouvement vital, suite de la rue. Donc c'était la rencontre entre mon ancestralité et ce que je suis aussi. Ce que tu fais. C'est-à-dire la rue. Mais la rue dans un sens spirituel. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'idée que nous avons été plusieurs avoir été déportés, mais nous n'avons pas été déportés sur le trottoir. Nous sommes dans la rue, mais pas sur le trottoir. Aïe, Bobo. Le trottoir, c'est autre part. Aïe, Bobo. Juste avant de prendre la pause et faire chaud, j'aimerais bien que tu lui expliques, ok, donc la rencontre avec ce frère Bookman a été un électrochoc et aussi une confirmation. C'est ça. Donc automatiquement, tu es rentré dans le combat, le militantisme avec Keperang Street, pardon. C'est ça. Mais au niveau de la spiritualité, est-ce que tout de suite tu as commencé, on va en parler après, hein, tu as commencé les prières, allumer des bougies, les lampes, les libations, ou est-ce qu'au début c'était les ancêtres mais tu n'avais pas trop de connexion vraiment au niveau de la prière? Est-ce que ça s'est fait tout de suite ou tu as été voir quelques frères qui t'ont appris certaines choses ou tu étais autodidacte et tu as dit bon je vais essayer la libation, je vais essayer la bougie? Comment ça s'est passé? Ça n'a rien à voir. Alors toute la partie pratique, c'est très pointu. Par contre, la connexion avec les ancêtres, ça s'est passé, comme je t'ai dit. Et le moment où, justement, je vais totalement lâcher prise avec
Dieu le Père, hein, et le Saint-Esprit et tout ça. C'est le moment où il y a une action qu'on devait faire au Quai Branly avec Kémy Séba. Ok. Il a dit, bon, on va faire une action au Quai Branly. Ok. Et c'était donc, parce qu'au Quai Branly, il y avait nos choses qui étaient exposées là. Donc, il faut qu'on fasse comprendre à ces gens-là, en fait, que c'est notre héritage et qu'ils ont profané justement des sépultures pour récupérer des choses comme ça qu'ils exposent comme dans un zoo. Et donc, c'est inadmissible. On va partir au Quai Branly. C'était dans les débuts du Quai Branly. Ok. Les premières ouvertures au public et tout ça. Bon, voilà, moi je suis artiste, j'ai mon public, je suis confortable dans tout ça. Et je commence à me dire, mince, faut que je réfléchisse. Donc, je me mets à répondre à des questions fondamentales. Si tu pars au Quai Branly, est-ce que tu acceptes que ton public te tourne le dos? Que tes frères et sœurs du hip-hop te tournent le dos parce qu'ils ne te comprennent pas, parce que tu es à une autre dimension, parce que ça peut leur paraître agressif, parce que justement, à l'époque où ça s'est fait, se dire kémite, c'était être extrémiste. Voilà. Est-ce que tu es prêt à accepter ça? Est-ce que tu es prêt à tout perdre? Et la réponse était bien sûr. Oui. Et donc, du coup, ça m'emmène à la question très importante. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours dans le showbiz? Est-ce que c'est à ce moment-là, lors de ton début du militantisme avec Kémy Séba, que tu as complètement arrêté tout ce qui est show business? Ou c'est au fur et à mesure que ça s'est retiré de toi, que les gens t'ont de moins en moins contacté? Comment ça s'est fait? Ou est-ce que ça s'est fait? Est-ce que tu es toujours En fait, je suis toujours connectée avec je suis toujours chorégraphe, je mène toujours mes choses. En fait, comment il faut le comprendre? C'est que le moment où il y a cette chose-là, où je décide justement, je vais en direction des ancêtres, je comprends justement que, bon, on verra, advienne que pourra. Bien sûr. Mais en fait, pas du tout. C'est tout l'inverse qui s'est produit. C'est la fierté qui s'est révélée au sein de ma communauté hip-hop, qui est toujours derrière moi. Et tu as pu le voir hein, à l'interview, tu as vu, on est très famille, c'est très puissant. Là, si moi, je dis, demain, je monte une chorégraphie avec les plus grands danseurs, je les ai tous avec moi parce que je suis une des plus grandes chorégraphes que la France ait portée en son sein. C'était pionnière. Voilà, mais surtout, pionnière certes, mais dans la durée. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore de grandes chorégraphies à mettre en place parce que les ancêtres me nourrissent là, il faut que je sorte toute cette matière. Mais tout ça pour dire que ça n'a jamais en fait cessé, mais ça a pris d'autres formes. Par exemple, il y a beaucoup d'appels pour que je puisse régler, donner des moyens aux danseurs de mieux comprendre la scène. C'est-à-dire, on va dire, ce sont des appels qui permettent à ceux qui sont déjà chorégraphes, même danseurs, de leur apporter encore d'autres outils chorégraphiques, d'autres outils scéniques, afin qu'ils puissent encore plus exceller dans leur domaine. D'accord. Donc, c'est pas aussi on va dire, l'expérience. Bien sûr. On m'appelle aussi pour des commandes chorégraphiques, etc. Mais moi, en tant que chorégraphe, j'ai levé le pied pour moi-même, c'est-à-dire mettre des grandes chorégraphies en place. Je ne voulais pas répéter ce que j'avais déjà fait. Mais maintenant, étant bien nourri, je sais que mes classiques vont être extraordinaires. Mais du coup, on doit prendre la pause. Mais le souci, c'est que j'ai encore des petites questions je ne sais pas si on a du temps. Là, je suis en train de déborder. Mais je peux faire court aussi. Non. Oui, ce serait bien. On va voir. Tu me lances sur le hip-hop. Oui, je sens que t'étais inspiré, là, t'es nourri. Mais dis-moi, t'es chorégraphe, une très grande chorégraphe, bourrée d'expérience. Et la danse vaudou. Est-ce que tu as déjà est-ce que tu intègres des rythmes vaudou, des pas que tu connais? Parce que dans le vaudou, on a beaucoup de danses différentes. Est-ce que tu n'as jamais voulu être prof de danse traditionnelle également, africaine ou haïtienne? C'est une question que je me pose.
Merci pour la question, elle est trop puissante. En fait, les choses sont... On aurait aimé avoir quelqu'un comme toi aussi avec nous. Mais ce qui s'est passé, c'est que je ne connaissais pas le milieu haïtien, en fait. À l'époque, ouais. À l'époque, j'ai connu toutes sortes de danseurs issus du monde noir, notamment certainement haïtiens. On parlait pas de nos origines. Notre origine, c'était la culture, en fait, la culture. Donc voilà. Mais ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, avec le bagage que j'ai, avec la spiritualité que j'ai, il est évident que les chants, les danses traditionnelles font partie de moi. Et parce que c'est ça, tout se réveille, c'est tout ça, c'est des tripes qui grondent, quoi. C'est ce réveil-là. La musique, la danse de tes ancêtres, forcément, en tant que chorégraphe, bien entendu. Et puisque tu voulais parler d'Égypte antique, non? Après, en troisième partie. D'accord. Ok, mais sache que oui, bien sûr, je pense que c'est fondamental que Haïti se voit aussi nourri par une de ses filles. Aïe Bobo. Voilà. Aïe Bobo. Digne fille. Très bien. Alors, vous avez vu, on a découvert qui est Maman Nzinga Neferchou Ankh, une très grande chorégraphe qui a travaillé avec les plus grands noms de la musique hip-hop en France et le rap également. Donc, on va faire une petite pause dans Minokan et on revient très vite avec Maman Nzinga Neferchou Ankh. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Alors voici la rubrique Cherchez qu'on est. C'est une rubrique à travers laquelle, à chaque émission, je vais vous apprendre quelque chose, ou on va ensemble apprendre quelque chose. Il y a un adage haïtien qui dit « panier qu'on est, pas jambe fine plein ». Ça veut dire qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et même lorsque tu crois tout connaître, eh ben, souvent dans le panier, là un petit trou. Et donc du coup, ton panier ne peut jamais totalement se remplir. Donc on va toujours apprendre. Aujourd'hui, dans Cherchez qu'on est, on va parler de Minokan et on va parler du vévé. Beaucoup de personnes m'ont demandé Mambo Rosmi, ça veut dire quoi Minokan? Plusieurs personnes, même des amis, m'ont dit j'ai cherché mais j'ai pas trouvé la signification du mot Minokan. Et c'est la raison pour laquelle, avant de vous révéler la signification de Minokan, je vais parler du vévé parce que le Minokan est un vévé. Donc vous verrez, il y a des images qui apparaîtront à côté de moi et vous voyez ce qu'est un vévé. Le vévé, on le trace généralement avec de la farine de maïs, de la farine de blé, des cendres ou ce qu'on appelle farine guinée, qui est un assemblage de plusieurs farines, qu'on appelle farine guinée. Qu'est-ce qu'un vévé? Vévé, c'est V-E accent grave, V-E accent grave, un vévé. Le vévé est un emblème qui représente un loi. Chaque loi a son vévé. Okay? Le vévé fait partie de ce qu'on appelle l'art éphémère. Pourquoi on l'appelle l'art éphémère? Comme c'est tracé avec de la farine, en Haïti, de la farine de maïs, ça ne reste pas parce qu'au cours de la cérémonie, les initiés, les gens qui participent à la cérémonie, marchent dessus et avec les danses et les divers va-et-vient, le vévé disparaît. Voilà pourquoi on l'appelle de l'art éphémère. Mais pourquoi on l'appelle aussi art? Parce que c'est un art de tracer le vévé. Tout le monde n'a pas la capacité, n'a pas ce don de tracer le vévé. Mais pour les gens qui tracent le vévé, c'est un art parce que vous voyez, il y a des courbes, il y a des ronds, c'est comme une fresque en fait. Et ce vévé est l'emblème d'une divinité. Divinité qui se rapporte au, bien sûr, panthéon du vaudou haïtien. Et comme vous le voyez, le vaudou a une diversité de vévés. Alors, quand on parle de Minokan, le Minokan, c'est le vévé qui symbolise les 21 nations du vaudou haïtien. Comme je vous l'ai dit la 2 semaines, dans le vaudou, nous avons une multitude de lois. Pas seulement des lois d'Haïti, nous avons des lois qui nous proviennent de l'Afrique. Nous avons aussi des lois
qui nous proviennent de nos ancêtres, les autochtones, les Taïnos, les Arawaks pour la Caraïbe en général. Aïe Bobo, je vais vous lire un petit passage, parce que je n'ai pas envie de prendre le crédit. C'est très important de respecter la connaissance de chacun. Un petit passage que j'ai vu sur le patrimoine immatériel d'Haïti, qui parle des Vévés et qui était pour moi très probant. Aïe Bobo, alors il parle de l'historique général des Vévés. Ainsi, les motifs des Vévés proviennent de multiples sources. Généralement interprétés comme un héritage sacré précolombien, on retrouve aussi dans ces symboles graphiques la trace des cultures égyptiennes, africaines, sumériennes, asiatiques et européennes. Aussi, André Malraux a-t-il déclaré que la peinture haïtienne, ancrée sur les dieux du vaudou, a une portée universelle. En observant les signes et symboles de base, ligne droite, ligne courbe, croix, étoile, angle, triangle, cercle, etc., qui constituent les diagrammes rituels du vaudou, il est facile de penser à l'influence de la magie médiévale ou au symbole du christianisme introduit à Saint-Domingue lors de la colonisation. Cependant, tous ces signes étaient déjà connus en Afrique, aïe bobo, où descendaient les chefs religieux du vaudou. Ils étaient soit couramment rencontrés comme des signes ordinaires, soit comme des symboles conçus et manipulés dans des sociétés initiatiques. Les croix, les symboles des carrefours, par exemple, sont très présents dans les Vévés. Ils s'apparentent aux multiformes de croix qu'on rencontre chez les Baoyo, chez les Bakongo, chez les Baluba, les Kassai, les Acho-Endo en Afrique centrale, les Bambara, les Dakara, les Dogons, etc. Selon les sages Congo, pour désigner les futurs gestionnaires de l'ancien royaume, il fallait tracer au sol, à l'aide de l'argile pure, qu'on appelle du kaolin, une croix Congo, qu'on appelle Yoa. Les candidats qualifiés devaient se tenir debout sur cette croix et prêter serment devant les morts et les vivants. Aïe bobo. Donc tout ça pour vous montrer que le Vévé, c'est un héritage ancestral. Et c'est à l'aide de ce Vévé qu'on concrétise la présence du loi, donc la présence de la divinité dans ce que nous faisons. Chaque fois que l'on va faire des rituels, qu'on va faire des cérémonies et qu'on a besoin de la présence des esprits, nous traçons un Vévé. Il faut savoir qu'à l'époque de la colonisation, les esclaves n'avaient pas le droit de pratiquer leur spiritualité. De ce fait, ils ne pouvaient pas avoir ce qu'on appelle chez nos ancêtres les Taïnos les sémis et ce qu'on appelle en Afrique les fétiches. Ça veut dire que la symbolisation des lois par une statuette. Ils ne pouvaient pas les avoir. Donc le seul moyen qu'il leur restait pour se mettre en contact, pour symboliser la présence de leur loi, c'était de tracer ce Vévé. Aïe bobo. Donc vous savez que le Vévé est l'emblème d'un loi. Un loi, c'est comme ça qu'on appelle dans le vaudou haïtien, mais qu'on appelle universellement parlant d'une divinité. Le Vévé est l'emblème de la divinité. Et le Minokan, c'est le Vévé qui rassemble toutes les divinités, peu importe la spiritualité, que ce soit dans le vaudou, une divinité qui nous provient du Bénin, du Congo, du Togo, de la Guinée. Toutes les lois du panthéon haïtien viennent soit d'Afrique, soit de nos ancêtres les autochtones. Et donc, quand on trace un Minokan, on les appelle tous, y compris les ancêtres, y compris les morts. Aïe bobo, voilà, c'était Cherchez qu'on est. Aïe bobo, nous voici de retour dans Minokan. Alors n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par les jolies tenues ethniques, le bijou et les boucles d'oreilles que je porte, contactez Estella Jewelry sur sa page Facebook ou à l'adresse email que vous voyez en bas de l'écran. Et n'hésitez pas, elle vous fera part de tout ce qu'elle a en stock. C'est elle qui est la créatrice de ces tenues et de ces bijoux. Aïe bobo. On va continuer tout de suite. On va enchaîner, donc sans s'arrêter, avec notre invitée, notre artiste invitée, parce qu'après ce qu'elle nous a dit, je la considère comme une artiste. Notre artiste invitée, Maman Zinga Neferchou Ankh,
qui est avec nous ce soir pour parler du réveil chez les afrodescendants, notamment de l'Égypte au vaudou. On a parlé d'elle pendant cette première partie d'émission, mais maintenant, je veux rentrer un peu plus profondément dans la spiritualité. Neferchou, moi je te suis sur Facebook, et donc c'est vrai que tu fais souvent des lives où tu parles de spiritualité égyptienne. Mais tout le temps, tu parles aussi de vaudou. Tu parles souvent de la citadelle, tu parles souvent de nos ancêtres, comme des Papa Dessalines, tu parles souvent des lois du vaudou haïtien. Donc moi, j'aimerais déjà que tu expliques aux téléspectateurs pourquoi l'Égypte. Nous savons qu'il y a beaucoup d'afro-descendants qui se réveillent spirituellement, mais qui ont les yeux tournés vers l'Égypte d'abord. Pourquoi? Toi qui as fait cette route-là, tu ne l'as pas faite par hasard. Je pense que c'était aussi un choix. Pourquoi? Explique-nous. Est-ce que c'est parce que tu t'y sens bien? Est-ce que c'est parce que ce sont tes ancêtres égyptiens qui t'ont appelé vers eux? Explique-nous d'abord. On va commencer doucement. Après, je vais te poser d'autres questions. Il faut savoir que lorsque on commence à apprendre son histoire, on va automatiquement tomber sur Nation Nègre et Culture, le livre de Cheikh Anta Diop, qui permet de découvrir l'immensité de notre culture depuis son ancestralité et qui va nous permettre de découvrir justement le royaume, une des plus grandes civilisations que Kama ait portée. Donc c'est, certains diront l'Égypte, la civilisation égyptienne. Moi je dirais la civilisation de nos illustres ancêtres de la vallée du Nil. Parce que pour moi l'Égypte n'existe pas, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Bien plus tard, les Égyptiens seront des Sémites. Donc ce sont quand on dit Sémites, on parle d'Arabes, de Juifs. Voilà, c'est une catégorie qui se retrouve sur les terres de Kama, qui vont se retrouver sur ces territoires-là, qu'on appelle aujourd'hui Égypte. Mais le mot Égypte n'existe dans aucune langue kémite, dans aucune langue noire. Si on remonte à sa racine, donc forcément, ce sont nos ancêtres de la vallée du Nil, à l'endroit où les autochtones de l'époque, qui eux-mêmes descendent des Grands Lacs. Parce que ce sont des Congos qui sont arrivés là et qui ont continué, qui ont eu l'initiation de leurs prédécesseurs. Voilà, donc quand moi je parle d'Aceta, quand je parle d'Ousiret ou d'Osiris, pour ceux qui connaissent mieux le mot grec, quand je parle d'Isis, je parle de nous en fait. Parce que Isis, en fait, c'est le cosmos. C'est un concept immense de toutes les divinités aujourd'hui que nous servons dans le vaudou. C'est un des plus grands concepts de Mama. C'est-à-dire quand on parle d'Erzuli, voilà, c'est la mère. Ouais. Voilà, c'est elle. Quand on parle voilà, d'Aïzan, c'est elle, mais dans sa face lunaire. C'est-à-dire que le disque... Bon, c'est un peu technique, mais ce que je veux dire, c'est que quand on commence à pénétrer le monde des astres, oui. L'astre lunaire correspond à Isis, Mama Aceta, qui elle-même est Aïzan. Parce que Aïzan, c'est la maîtresse de l'initiation. Parce que c'est elle qui te permet de pénétrer le monde invisible, qui est l'emblème de la lune. Et en même temps, quand on voit Aïzan, on voit quoi? On voit aussi les feuilles de palmier. Bien sûr, c'est son emblème. Voilà, c'est son emblème, mais les feuilles de palmier, c'est qui? C'est Osiris. C'est lui qui a les feuilles de palmier. Mais en même temps, son épouse va porter aussi les feuilles de palmier, c'est-à-dire sous sa forme Aïzan, sous sa forme Séchat, sous sa forme Djéouti. Tout ce qui donne, toutes les divinités qui seront en connexion avec le disque lunaire, c'est un concept qui marche avec Isis. Une question, où tu as appris tout ça? Enfin, ou comment? Tu as été en Égypte? Comment tu as appris toutes ces connaissances sur les divinités égyptiennes, alors, tout ça? Je te remercie vraiment pour cette question, elle est très importante. Beaucoup ont lu ça. Moi, je dirais que j'ai connu les conférences, mais les conférences ne m'ont jamais mené à ça. Les conférences, c'est de l'histoire tout simplement.
l'aspect métaphysique, ésotérique, je dirais que celui qui m'a permis d'approcher ça, c'est Dibomba Mbok. D'accord. C'est lui. Parce que lui, il va te permettre de lire les Médou Netcher, mais dans une méthode analytique, en fait. Expliquons pour les téléspectateurs, parce que là, tu parles, pour moi, c'est comme si tu parlais une autre langue, on parle Oui, plus c'est la ça. même langue. Donc, qu'est-ce qu'un Médou Netcher? En fait, c'est une... le Médou, en fait, Médou signifie la parole, mais au pluriel, ça donne les paroles. Donc, Med, c'est la parole, Médou, c'est au pluriel, en fait, ça donne les paroles. Netcher, c'est le même mot que nature. Donc, c'est les paroles de la nature, donc de Dieu. Donc, de Dieu, de tout ce qui est divin. Okay. Donc, voilà, c'est ça en gros. Donc, lui, donc Dibomba Mbok, il traduit les Médou Netcher. En fait, il ne les traduit pas. Il te permet de pénétrer le concept qu'il y a derrière chaque graphie. D'accord. Donc, chaque graphie est composée d'idéogrammes. Voilà. Par exemple, le mot qui désigne Kemet, donc Kama, donc la terre de nos ancêtres, la terre des Noirs, il y aura sa graphie composée de plusieurs idéogrammes. Ça veut dire plusieurs signes, plusieurs symboles, oui, en fait. C'est un peu comme un diagramme. Voilà, exactement. Et chaque symbole va vouloir dire quelque chose. Est-ce que je peux m'essayer à l'exercice? Donc, on a le Médou, donc de Kama, avec d'abord un morceau de charbon. Le charbon, c'est Osiris. Ok. C'est le Kem, l'être noir, c'est l'être carbone, qui aussi signifie la queue du crocodile. Mais le crocodile, c'est aussi lui à travers la divinité Sobek, c'est aussi lui. Ce morceau de charbon, c'est un bilitaire, ça veut dire que ça te permet de prononcer deux sons. Kem, au lieu de faire K, ça fait Kem, donc c'est un bilitaire. Ensuite, on a la chouette, le hibou. Voilà, l'oiseau de mauvais augure que tout le monde a envie de supprimer. Alors que pour nous, c'est pas un oiseau de mauvais augure parce que c'est l'oiseau qui te permet de pénétrer le monde ésotérique, le monde initiatique. C'est un symbole initiatique. Hein. Voilà, c'est un symbole initiatique. Donc, c'est l'oiseau des initiés. Donc, qui signifie que tu es sur la terre d'Osiris, donc d'Aceta, le carbone, la terre des Noirs, la terre des initiés, et après, donc lui, c'est le M, la chouette, c'est le M. Ensuite, on va avoir une espèce de galette de pain qui aura la forme d'une calebasse à l'envers. D'accord. Ça, c'est le T, ça a valeur du féminin. Et le féminin, c'est notre grande déesse mère royale, Mama Aceta, qu'on pourrait dire Ezili. Ok. Donc, c'est elle. Et la galette de pain, en fait, va donner toute la charge du féminin, en fait, du féminin sacré, parce que d'un côté, on a le morceau de charbon, la queue du crocodile, c'est le même, qui te donne l'aspect du masculin sacré. Okay. De l'autre côté, tu as, par la galette de pain, l'aspect du féminin sacré, et en plein milieu, la chouette. Donc, qui symbolise le monde de l'initiation. Donc, on voit que Kama, c'est la terre d'Osiris, en fait. C'est la terre des hommes parfaitement initiés, des êtres éveillés. C'est ça que ça veut dire à travers cette graphie. Et nous avons le déterminatif, un peu ce qu'on retrouve là, avec un cercle et la croix, qui parle de chemin. Donc, c'est la terre des Noirs, mais pas les Noirs en tant que couleur, mais des êtres profondément éveillés, ascensionnés. Et noir, pourquoi? Parce que c'est la couleur du cosmos. Voilà. Et c'est de là dont nous venons. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à être à fond dans cette spiritualité égyptienne plutôt que le vaudou? Ou est-ce que pour toi, c'est la même chose? Mais c'est la même chose. D'accord. C'est comme... En fait, je te pose la question. Oui. Pas pour moi. Parce oui. que moi, je connais un petit peu ta position. Je te la pose pour les téléspectateurs. Qui veut dire que, ok, tu parles de Mama Aceta, d'Osiris, de Kama, de la chouette, la galette de pain. Ok. Mais est-ce que Neferchou
elle fait le vaudou avec Papa Ogu, Dantor, Dambala, les Marassa, ou est-ce que c'est vraiment les divinités égyptiennes? Comment tu te situes? Parce que je sais qu'il y a beaucoup Même son d'afro-descendants. Dantor moyen. Comme ça. Dantor, il y a 3 VV, m'a marché avec 3 VV. Tu le vois constamment. Oui. Dantor, Ogu, d'accord? Oui. Et aussi Dambala. Dambala. Mon fils est Dambala, le plus petit. Ok. Donc, bien sûr, ça coule dans mes veines, ça. Ça, c'est ma nature. Donc, par rapport à ta position, on peut très bien être... Aujourd'hui, tu te qualifies de vaudouisante? Bien sûr que je suis vaudouisante. On peut être vaudouisante, mais tout en étant ancrée dans la spiritualité égyptienne. En fait, pour moi, elle n'est pas égyptienne. Ce mot ne... En fait, pour moi, c'est la spiritualité... dans la spiritualité de nos ancêtres Congo. de la vallée du Nil. Voilà, de la vallée du Nil, Oui. qui eux-mêmes sont des Congos. D'accord. Ils portent la peau du léopard. Ah, d'accord. Pour toi, le terme égyptien est un terme qui est inapproprié. Totalement Voilà. inapproprié. Donc, ok. Alors, en fait, ce que Neferchou Hang dit, c'est qu'en fait, l'histoire de l'Égypte antique, en fait, C'est le nous-mêmes. terme l'Égypte antique, c'est un terme folklore. Puis en Oui. fait, c'est juste tout simplement la spiritualité de nos ancêtres qui était à Kama. C'est ça. Mais tu sais que si nous disons Égypte antique, le problème, c'est que tout de suite, ça nous réfère à un espace géographique. Exactement. Et on C'est a pour du ça. mal à percevoir les ancêtres derrière, puisque actuellement, les Égyptiens ne sont pas... Ne sont pas des Kamites. non. Donc, forcément, ça te renvoie à quelque chose d'erroné. Donc, voilà encore une manière de nous éloigner de la façon de voir nos ancêtres. Alors que si tu pars des Grands Lacs, tu sais très bien que dans la trajectoire du Nil, Ok. ça va donner la civilisation. D'accord. Voilà. Et par rapport à la vallée du Nil, comme tu as parlé de Congo, est-ce que tu as déjà fait un retour en terre-mer? Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait le tour de la terre-mer déjà. Fais-nous Voilà. partager un peu ton expérience. Alors, moi, je suis partie au nord, je suis partie à l'ouest, donc je peux citer les pays comme ça Vas-y, sur le tu bout peux des nous doigts. dire, partage avec nous, on est dans Minokan, on veut savoir. D'accord, nous besoin qu'on ait, on Oui. va dire nous qui sacrifier. Sénégal, Mauritanie, Guinée-Conakry, Nigeria. Ok. Je descends plus au sud, je fais Botswana. Je fais aussi Namibie. Je fais aussi l'Afrique du Sud même. Je fais le Mozambique. Et je peux continuer encore. Je monte vers la Corne. Bon, je fais aussi le Rwanda. Voilà, Tout ça grâce à ton métier? Ou en dehors, tu t'es Non, grâce à mon métier. On peut Quel dire grâce à mon pays, métier. parmi tous ceux que tu m'as cités, Mhm. quel pays t'a donné le plus de vibrations? Ouh là là. Ah, attention, hein. ouais, si. Là, des gens qui te regardent, qui Si, vont si, se dire, si. oh, qu'est-ce qu'elle va raconter? Il y en a. Alors, il y en a que j'ai pas connu par contre. J'ai pas connu le centre. J'ai pas connu Cameroun. Le Cameroun. J'ai pas connu Centrafrique et j'ai pas connu le Congo. Parce Alors- qu'à chaque fois, bon, c'était annulé, bon, on n'a pas pu. D'accord. Mais j'ai connu plus loin encore Là où- Nouvelle-Zélande, des quel est choses, le des pays îles de- extraordinaires. Le pays qui m'a fait vibrer à Kama, je m'en rappelle comme ça, la Côte d'Ivoire. J'ai vibré. J'ai vibré au Bénin aussi, j'ai vibré. Togo, Bénin. Oui, oui. Bénin, j'ai vibré. Ghana, c'était assez particulier parce que je me rappelle, les rues étaient immenses. Je pensais pas qu'à Kama pouvait avoir des rues aussi larges. Tu t'es senti chez toi? Oui, je me suis sentie chez moi. C'était assez étonnant. Je me rappelle la première fois où j'ai déposé les pieds sur le territoire de nos ancêtres. Franchement, c'était, je vais dire quelque chose qui est assez... Vous allez peut-être tous rire. J'arrive et je fais... Oh, punaise, que des noirs. Oui. Parce que ici c'est mélangé, tellement mélangé, nos yeux Quand n'ont j'ai plus été la l'habitude. première fois en Afrique, donc moi c'était au Cameroun, je me suis dit pareil, je me dis ça fait bizarre, à un endroit il n'y a que des noirs.
c'était particulier. Ouais. Et mais tout de suite, On s'y voilà, fait. il y a la chaleur, cette bouffée qui arrive comme ça, et puis les odeurs, hein, c'est Haïti. Ouais. Tu vois, les odeurs, c'est Haïti. Je me retrouve en Haïti parce que je suis née là-bas. Donc même si je suis arrivée jeune ici, Oui. mais quand je me retrouve à Kama, je vois des pieds en monde. Oui. Puis je dis, mais c'est quoi? Les odeurs de Fatra, tu sais, quand on les fait brûler là. Oui, oui, la oui. même odeur. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis au même endroit ou quoi? En fait, on est éloigné géographiquement, mais au niveau même culturellement, c'est vraiment pareil, en fait. Je dis, mais c'est incroyable. On voit les mamans qui passent Qui comme portent ça avec leur qui truc qui portent. pour vendre. Et puis ça épluche comme ça l'orange et te donne Oui, ça. oui, oui, C'est extraordinaire. Enfin, moi j'étais en Haïti, mais voilà. Donc c'était ce retour-là, c'était assez particulier. Bon, à chaque fois je faisais 5-6 jours dans chaque pays. Aujourd'hui c'est encore différent parce que mon départ là-bas, ça va vraiment être pour m'implanter. Départ, c'est-à-dire? Tu prévois de partir? Je prévois de rejoindre vraiment des vas nous espaces abandonner des espaces ancestraux. Ah, donc tu pourrais te Mais faire un Haïti, retour tout ça, ah oui, à Kama. enfin pour moi, quand on fait tout ça, c'est pour, là pour moi, ce sont des préambules. D'accord. Voilà. Ok. Après, c'est se donner à fond pour voilà, notre communauté, quoi. Neferchou, Oui. merci d'avoir fait la précision par rapport à la spiritualité égyptienne. C'est très important. Tu as dit qu'en fait, qui n'est qu'un mot folklorique et en fait, c'est la Oui. spiritualité de nos ancêtres de la vallée du Nil. Merci pour la précision. En tant que vaudouisante, Mhm. comment vis-tu? Comment vis-tu, c'est-à-dire comment tout ce qui est prière, rituel, comment vis-tu ta spiritualité ici en France? Donc j'aimerais que tu expliques aux téléspectateurs. Neferchou, qui est une chorégraphe, qui a visité l'Afrique, est-ce que tu t'inspires de ce que tu as appris en Afrique? Est-ce que tu t'inspires de ce que certains frères et sœurs à toi dans la spiritualité vaudou t'expliquent? Comment ça se passe? Ou est-ce que tu fais je vais prendre un terme hip-hop, ou est-ce que tu fais du freestyle? Non, trop fort. Écoute, c'est simple. Je vais te dire quelque chose de très particulier. Tous les grands initiés des bois sacrés me considèrent comme étant une grande prêtresse. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Mandinga, c'est pas moi qui ai dit Mandinga. C'est eux tous. Ils attendent tous que je sois ici initié en leur sein. Donc tu n'es pas initié encore dans les rites de Kama? Je ne suis pas initié auprès d'un initiateur. Oui, oui, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que, mais même, je suis comme on dit, quelqu'un qui s'est levé et qui a reçu la puissance des ancêtres. Oui. Voilà. C'est ça, et je reçois tout. Et quand on parle de comment tu fais pour parler des divinités avec aisance, c'est parce que je reçois. Bien sûr. Je reçois. Comment tu peux mettre la main sur la tête d'un enfant qui a l'épilepsie et que aussitôt ça s'arrête. Voilà, ça c'est par contre qui j'en peux me dire. Ok. Mais ce sont des choses comme ça. Comment tu sais quelle plante aller chercher pour guérir quelqu'un? Ben je le sais. Je me laisse conduire. Comment tu rentres chez les guérisseurs et tout de suite ils se connectent à toi et je leur dis, tu peux me dire quelle est cette plante? Ils me disent, où qu'on est déjà? Tu le sais déjà. Alors prends, laisse-toi guider. C'est-à-dire même eux-mêmes, en fait, je parle à des gens qui me reconnaissent automatiquement. Alors ma question serait la suivante. Alors pourquoi dans ces cas-là, ce besoin, enfin je sais pas si ça. Rosemi, où sont-je on joue, dis-moi comme ça. Après mais pas dehors. Où sont-je on joue, dis-moi comme ça. Viens, je t'emmène à l'initiation. Oui. Moi, dis-moi qu'on est, oui. Que me connais, je vois En ce fait, que tu vois. je t'avais dit Je vois surtout ce que tu vois. Tu dois, en fait, Oui, oui. c'est important. Je vois ce que tu vois. Mais moi,
je suis, comment je peux te dire ça? La guidance fait que je sais que je peux pas me faire initier par n'importe qui. D'ailleurs, les initiés le voient et le savent par rapport, selon puissance ou, par rapport à ta puissance, tu peux pas être initié par tout le monde. En fait, le truc... Selon ta puissance. Je vais juste Il faut que tu... Moi, je sais, en fait, là où je veux être initié... Tu le sais déjà? Oui, c'est chez les Bayaka. D'accord. Je vais faire un petit point rapidement avec les téléspectateurs pour qu'ils puissent bien comprendre. Moi, c'est vrai que Neferchou, je la connais déjà depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Et c'est vrai que bon, dans la communauté noire ici à Paris, il y avait eu quelques remous à un moment donné. Et c'est vrai que il y a un débat dans la communauté ici, pas forcément vaudouisante, la communauté, on va dire, afro-descendante, que ce soit haïtien ou africain. Il y a un débat. Exactement le même débat se produit dans notre communauté à nous aussi haïtienne, le débat de l'initiation. Il y a beaucoup d'Haïtiens, je ferai une émission spéciale sur ça. Beaucoup d'Haïtiens disent que pas besoin d'être initié parce que certaines personnes sont des gens qui sont choisis depuis le sein maternel et ce sont les lois qui les consacrent directement, sont les divinités qui les consacrent, les ancêtres qui les consacrent. Donc ces personnes-là ont directement une connexion avec les lois. Je suis d'accord avec ce fait. Mais nous sommes des êtres humains. Il y a un adage qui dit « il faut que nous marchions dans l'ordre à discipline ». Le mot discipline, c'est qu'il doit avoir un ordre. Ok? Même si, avant même d'aller à là, en Afrique, les Africains, donc nos frères de Kama, eux, ils ne voient pas les choses de la même manière. Qui veut dire qu'avant de te déclarer prêtre ou prêtresse, tu dois subir des rites initiatiques. Le terme initiation est péjoratif. Je préfère dire le mot rite initiatique parce que les rites initiatiques sont des rites de passage. C'est vrai que nous, dans le créole haïtien, on vulgarise les choses. Donc on dit oui, l'initiation. Non, ce sont des rites initiatiques. Mais en France aussi, on vulgarise. On vulgarise. Et donc, du coup, quand tu subis des rites initiatiques, tu es considéré comme une prêtresse. Ça ne veut pas dire que tu as une connexion avec les ancêtres, parce que déjà, pour subir ces rites, tu dois avoir ta connexion. Les rites initiatiques te mettent dans une position où tu peux officier. Enfin, on va en l'autre émission sur ça. En tout cas, quand il y a eu ces remous-là, j'avais contacté la sœur Neferchou Ankh et j'ai dit, tu sais ma sœur, je t'ai rêvé. Et je l'avais vraiment rêvé. Je t'ai rêvé et je vais juste faire une petite réflexion. Je t'ai pas dit que viens, je t'initie. Je t'ai dit, tu dois aller te faire initier. Même pas, peu importe qui, je dis, tu dois te faire initier. Pourquoi? Tu as trop de bagages en toi pour ne pas être une officiante, une prêtresse, que ce soit vaudou, prêtresse chez les Sawa ou chez les Ngunza, je ne sais pas. Parce que la vérité, moi, je ne connais pas ta mission de vie. Tu comprends? Mais je dis à Neferchou, tu dois être une initiée. De sorte à ce que quand tu dis à quelqu'un, tu prends la tasse là, tu la mets à gauche, qu'on ne dise pas, ben, qu'est-ce qu'elle en sait, elle n'est même pas initiée. Parce que c'est souvent le langage des gens. Et c'est ce que je t'avais dit et je le réitère. Je le réitère. Même d'accord avec son point. Oui. Je suis d'accord avec toi sur un point. Parce qu'il faut savoir que les plus grands initiés, lorsqu'ils me parlent, me disent que toi, tu as juste besoin d'être estampillé. Oui, voilà. C'est le mot qui est utilisé. Oui. Toi, tu as juste besoin d'être estampillé aux yeux des hommes, des êtres humains. Et dans les divinations, il est dit que c'est juste ça. Bien parce sûr. que, ou bien à son, bon, ou bien bagaille là. Oui. Tu as le truc, tu sais. Bon, ça je comprends bien. Mais moi aussi, je fais mon choix d'être initié, pas par n'importe qui, parce que Bien ça sûr. dépend de ta puissance et moi je suis pas pressée. C'est ça mon pas à comprendre. C'est que moi je suis sur la route de mon initiation qui va me mener vers le grand initiateur. L'initiation, c'est Pour une moi. route. Hein. C'est une route, c'est un chemin. Oui, Ce n'est c'est pas ça. une porte. C'est ça, exactement. C'est un chemin. C'est un chemin. Et je le suis déjà. Je suis déjà dedans depuis. C'est-à-dire que quand j'ai commencé avec la danse, c'est une discipline
initiatique. Initiatique. Donc, je suis déjà dedans, sauf que je ne m'en rends pas compte. Je mène de grands projets, je suis chef de projet. Je fais le tour du monde avec mes projets. J'arrive à comment dirais-je, à mener des groupes. Tu vois ce que je veux dire? C'est inné. Je suis toujours number one dans tout. Donc, je sais que c'est haïtienne moyen. Donc, je suis number one dans tout. Haïti est number one. C'est un pays number one qui porte des gens number one. C'est tout. Tu vas aux États-Unis, les Haïtiens sont number one. That's it, comme on dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on sait que nous, on a ça. Bon, moi, je me suis retrouvée dans ce couloir-là et avoir les ancêtres qui m'envoient plein de cadeaux. Et quand je vais vérifier ça dans les livres, je fais « Oh !» Tu vois, le truc, je le sais avant même de le lire. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Tu vois ce que je veux dire? Tu as dit quelque chose de très pertinent. C'est quelque chose que je dis souvent. Je ferai une émission autour de ça parce qu'il y a tellement de choses à dire autour de tout ce qui est initiatique. Je dis, dans la vie réelle, la vie charnelle, la vie physique, les parents, nous faisons les enfants. Donc, limite, on peut croire que c'est nous qui choisissons nos enfants. Mais dans la vie spirituelle, c'est l'enfant qui choisit son parent. Ça veut dire que c'est l'enfant qui choisit qui va l'emmener sur la route de la spiritualité ancestrale. C'est lui qui choisit en fonction de son feeling, de sa vibration qu'il a avec la personne qui va choisir. Mais c'est pas le prêtre ou la prêtresse qui dit « Toi, viens, je t'emmène. Toi, je t'emmène pas. » Non. L'enfant choisit. L'enfant dit « Je veux que ce soit elle. Je veux que ce soit Neferchou. Je veux que ce soit X. Je veux que ce soit Y. » C'est l'enfant qui choisit. C'est très important. Et Neferchou... Tu sais, oui. Dans mes réalisations, il faut que je précise cette chose. Je suis aussi initiatrice pour la réhabilitation du calendrier des fêtes kémites. Multimillénaire. Mais non, là, tu vas trop vite, je veux parler après de ton actualité. Non, mais c'est les choses qui sont mises en place déjà, tu vois. On va y venir dans la dernière partie. C'est haïtienne moyen. Oui. C'est au devant qu'on est. Nous sommes des avant-gardistes. Oui. Tu vois, ça rend jaloux. Faut le savoir, ça. Tu as subi des jalousies dans la communauté ici en France? La jalousie existe parce que tu brilles. Si tu brilles pas, il n'y a pas de jalousie. Très bien. Voilà. Et quand il y a des jalousies, moi, j'accepte. Aïe Bobo. Donc, vous avez tous un peu suivi le parcours spirituel de Mama Nzinga Neferchou Ankh. On va faire une toute petite pause et on va passer à la dernière partie de Minokan. Aïe Bobo. Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo, merci d'être avec nous encore pour cette dernière partie de Minokan en compagnie de notre invité, Mama Nzinga Neferchou Ankh. Je le dis de mieux en mieux, on aurait dit que c'est mon nom. Donc, on va parler de l'actualité de Neferchou. Donc, Neferchou, c'est super. Tu es chorégraphe, tu es dans la spiritualité, tu as fondé Keperang Street, j'ai dit. Mais dis-nous, qu'est-ce que tu proposes à la communauté? Donc, quelle communauté déjà? Est-ce que c'est la communauté noire en général? La communauté kamite? En fait, qu'est-ce que tu proposes et à qui tu le proposes? Explique aux téléspectateurs. Bon, déjà, moi, je me considère comme étant... Moi, je dis kémite. Bon, kamite. Je me considère comme étant kamite. Donc, quand je prêche en tant que kamite. Donc, prêtresse kamite. Ah, bon. Voilà. Ok. Et quand je dis prêtresse kémite, ça signifie kimuntu. Prêtresse au sens que moi, je suis Congo. Ce que les Haïtiens sont. Aussi. Donc, il y a tout ça derrière. Il y a toute cette puissance derrière. Le vaudou, c'est les 4 éléments fondamentaux qui se retrouvent partout dans toutes les spiritualités, toutes les bretelles de spiritualité qu'on puisse retrouver pour Akama chez divers peuples noirs sur le continent. Donc, c'est les 4 éléments fondamentaux qui régissent nos valeurs spirituelles. Donc, nous sommes un. Déjà, c'est le corps d'Oussiré qui est reconstitué. Nous avons chacun une partie. Lorsque le cochon a été égorgé
n'est-ce pas, au Bois Caïman, ce rite-là, c'est un rite qu'on retrouve jusque dans la vallée du Nil. Et c'est le moment où justement nos pharaons fêtaient, célébraient lorsque c'est le triomphe des roues, la lumière sur l'ombre. D'accord? Donc, ce sont des rites, en fait, qui existent depuis. Donc, nous, on a développé ça. Rien de nouveau sous le soleil, quoi. Rien de nouveau sous le soleil. Au contraire, que de la puissance sous le soleil. D'accord. Et donc, du coup... Voilà. Donc, tout ça pour dire que... tu proposes quoi? Je propose des ateliers pratiques. D'accord. À toutes les personnes qui sont intéressées par la spiritualité voilà, africaine. Je propose des ateliers pratiques. Alors, quelle orientation je prends dans mes ateliers? Je prends une orientation scientifique. C'est-à-dire que quand tu viens chez moi, tu vas savoir ce que c'est que l'eau. On ne va pas te dire « j'étais de l'eau aux ancêtres seulement ». Il faut que tu saches de quoi est composée l'eau, pourquoi l'eau est conductrice, qu'est-ce que ça veut dire depuis notre jeunesse, qu'est-ce que ça... Enfin bref, tout ce qui est relié au liquide dans nos rites, qu'est-ce que ça signifie? J'ai vu une vidéo de toi que tu parlais beaucoup. Tu parles beaucoup de la libation. Oui. Et que tu fais beaucoup de libation dans tes vidéos également et que tu apprends également aux gens qui veulent découvrir un petit peu la spiritualité. La base, c'est la libation qu'on fait aux ancêtres. C'est ça, c'est la base. On les rafraîchit comme ça, on crée la connexion comme ça, c'est une façon aussi de les respecter aussi, de savoir que nos morts ne sont pas morts et qu'ils sont bien vivants dans un autre monde. Et tout ça, ce sont des choses qu'on devrait avoir acquis, qu'on a oublié en fait. Voilà, il suffit juste de pratiquer et ça revient, la mémoire revient. Et ça, je peux t'assurer que dans le cadre des ateliers, c'est extraordinaire de voir comment les gens retrouvent la mémoire rapidement. Bon, je propose cette chose-là, c'est-à-dire, d'un côté, il y a comment dresser son hôtel, comment... Tu apprends tout ça à travers les ateliers. Ah, bien sûr. La richesse des pierres, les pierres, voilà, la richesse des pierres, comment dresser son hôtel. C'est quoi un encens? Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan ésotérique, un encens? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'un encens, le charbon, c'est que de la fusion. Cette fusion-là, sur le plan des divinités, quelles divinités sont engagées à travers cette fusion, etc. Et tout ça, tu l'apprends, c'est vidéoconférences, c'est des ateliers physiques, les personnes viennent? Avant le confinement, c'était physique. Et en fait, je les faisais pas tout le temps. C'est périodique, c'est-à-dire que ce sont des choses que je fais soit juste avant de manière ponctuelle. Ponctuelle, voilà, etc., de manière ponctuelle. Je ne fais rien de manière virtuelle, ouais. Même virtuelle, parce que je trouve que non, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. D'accord. Donc ça veut dire que si les personnes veulent participer à des ateliers que tu mets en place de manière ponctuelle, oui, on peut te contacter pour s'inscrire au futur atelier de Keperang Street. Bien sûr, ça. Bien sûr, par le biais du site internet. Où on peut te contacter? Alors, on peut me contacter. T'as la caméra juste là. Voilà, donc... Alors, vous pouvez me contacter. Alors, j'ai pris, comme ça, j'oublie pas. D'accord. Sur le site internet www.keperang-street.com. Donc, KHEPER-ANKH-street.com. On va l'écrire à l'écran. Voilà. Vous pouvez me contacter également. Alors, ça, c'est pour les ateliers, mais vous pouvez me contacter aussi sur la chaîne YouTube Zulu Kemstyle officiel. Zulu Kemstyle officiel. ZULUKEMSTYLE. Plus loin officiel. Vous pouvez me contacter aussi sur mon profil Zulu Kemstyle que tout le monde connaît. Facebook. Voilà, sur profil Facebook. Sur aussi ma page Facebook Keperang Street événements au pluriel. Et puis le groupe aussi Facebook Fête des Lumières, Kémit. Et l'Instagram de Keperang Street. Voilà. Donc on inscrira tout ça à l'écran. Neferchou, oui. Quel est le prochain événement que Keperang Street organisera? Ah là 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 là, mais ça c'est c'est puissant. Ah oui. Parce que là, nous allons organiser la Fête des Lumières que nous avons organisée. Qui consiste à célébrer tout simplement la lumière. La lumière,
sous la forme que nous, vaudouisants, on connaît lorsque on fête la fête du Makaya. Parce que à ce moment-là, la végétation est dense, mais dans l'autre sens, le cosmos nous apporte le soleil qui renaît. Donc, le solstice d'hiver. Voilà, donc dans ce cas de figure-là, la végétation pousse. Nous, du côté d'Haïti, on va fêter cette végétation qui est Osiris lui-même, puisque c'est le dieu de la végétation, qui est lui-même le soleil, dans sa forme non renouvelée. Et puis, nous allons pouvoir célébrer le soleil. Donc, c'est ce que nos ancêtres de la vallée du Nil faisaient. Et sur tout le continent, il y a ces célébrations-là. Et donc, ça, c'est célébrer le soleil par le haut, mais les deux ensemble, c'est la même période. D'un côté, ça brille, de l'autre côté, ça pousse. Oui, d'accord. Voilà encore une connexion. C'est super. Voilà encore une connexion. C'est génial. Donc, on aura les dates prochainement. Les gens pourront... C'est le 26 décembre, exactement. Le samedi 26 décembre. Donc, tout le monde pourra se connecter sur ta page pour voir l'adresse, les horaires. C'est ça. Pour aller assister à la fête des Lumières. Donc, et puis, il y aura aussi les tambours. Moi, j'invite toujours les tambours haïtiens, toujours. Il y aura des tambouillets. La dernière fois, il y avait le frère Kebiesou qui était là. Il y avait aussi Ramessou qui était là. C'est la famille, tout ça. C'est la famille, tous ensemble. Et puis, tous ensemble. Et puis, il y a aussi les Ngoma du Congo, toujours, parce que c'est le lien entre on va dire, notre genèse au niveau des Grands Lacs, puisque c'est là où l'humanité est née. Voilà, et nous-mêmes, voilà. Et le lien, il est fait, et la communauté, voilà, et ça leur permet aussi de profiter de ces périodes de fin d'année, puisque à chaque fois, nous avons comme possibilité Noël, toujours Noël. Et là, enfin, on a autre chose. Enfin, c'est nous-mêmes, en fait. Oui, c'est là. C'est nous-mêmes. C'est pas un Dieu blanc qu'on célèbre. On célèbre pas la naissance du petit Jésus, qui est lui-même un Dieu blanc. On va célébrer la version de nous-mêmes, la version métaphysique de nous-mêmes. Donc, les feuilles, pour nous, c'est important. C'est ce qui nous soigne. Ce sont des simbi. Donc, on a besoin de leur puissance. Aïbobo. Merci beaucoup, Maman Nzinga Neferchou Ankh, d'avoir participé à cette deuxième émission de Minokan. Comme vous l'avez vu, c'est quelque chose de différent de ce qu'on a vu à notre première émission. Eh bien, c'est ça le Minokan. Nous avons le centre et nous avons tout le monde autour, parce que nous descendons tous d'un seul et même tronc, Kama. Et c'est très important de le savoir. On n'est pas là pour défendre la pensée unique, la spiritualité unique, la croyance unique. On est là pour mettre en vitrine la spiritualité ancestrale. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Certaines personnes vont se retrouver dans le témoignage, et je le sais, dans le témoignage de Maman Nzinga Neferchou Ankh. Certaines personnes vont apprécier sa démarche et vont dire « Oui, moi, c'est ce qui m'intéresse ». Et c'est ce qu'on veut. On veut montrer aux gens que on n'est pas dans une secte où tout le monde doit faire comme Mambo Rosmi. Non, ça serait trop facile. C'est pas du tout ça. Nous ne sommes pas dans une secte, nous ne sommes pas dans une spiritualité, ce qu'on appelle une religion dogmatique, pas du tout. Le vaudou, c'est la liberté dans l'unité. Le vaudou, c'est chacun qui applique sa spiritualité selon sa vibration. Rosmi peut aimer le bleu, Neferchou peut aimer le rouge. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans le vaudou parce qu'elle aime le rouge. Si moi, je ne mets pas du rouge, c'est parce que je n'aime pas cette couleur. Mais ça peut être mon opinion personnelle. C'était un exemple. Et donc, c'est ça, Minokan. Il faut être tolérant. Il ne faut pas juger parce que chacun a sa mission de vie. Et chacun a son appel. On est tous faits sous le même soleil, mais dans un moule différent. Et c'est tous ensemble que nous formons le Minokan. Le Minokan n'est pas une seule nation. On peut dire une seule tribu, on peut dire une seule division. Le Minokan, c'est 21 nations. Donc c'est un symbole, parce qu'on dit le 21, c'est le chiffre de l'accomplissement. Aïe Bobo, je vous dis merci à tous. N'oubliez pas, nous aurons notre journée porte ouverte le dimanche 25 octobre au 12 rue du Moulin-Bassé. Donc c'est le local de la THP à Saint-Denis. À partir de 10h, venez tôt parce que les places sont limitées. Nous passerons une journée riche
en connaissance et en émotion, car nous aurons également le professeur camitologue, égyptologue Pierre Nilon qui sera avec nous pour cette journée. Je vous dis à tous une très bonne soirée. Je vous dis aïe bobo et je vous dis à tous au TEP.